Jeunelsi est dans la maison. Medimous. Waouh. Ça fait plaisir. Bah, le plaisir est pour moi, enfin. T'es pas là pour rien, il y a un album qui est là. Exact. Est-ce qu'on peut parler d'album là? L'album est là. Est-ce qu'on... Voilà. C'est un événement. Premier album, premier vinyle. On peut le dire, c'est un premier album. C'est un premier album, c'est clairement un premier album. Parce qu'il n'y a pas eu d'album. Il y a eu des projets, il y a eu des choses, mais on va en parler. Mais c'est vrai que je dis premier album parce que pour les gens qui aiment ta musique, c'est quelque chose qui était attendu. Tu vois, voire même, non, qui n'était plus attendu en vrai. Qui n'était plus attendu. Qui n'était plus vraiment attendu. Ouais. C'est un peu inespéré qu'on ait... Mais moi non plus, hein, moi j'y croyais plus non plus. Justement, on va en parler. Mais avant qu'on en parle, je pense qu'il faut aussi qu'on raconte ton histoire, tu vois, tout ce qui s'est passé. Bien sûr. Et je pense que c'est impossible de pas parler de ton histoire sans parler d'où tu viens en fait, parce que ça traverse ta musique, tes morceaux depuis le début. T'avais un groupe qui s'appelait Grand Boulevard, tu vois. Exact. Et donc c'est vrai que t'as toujours beaucoup parlé de ça, du Grand Boulevard, du 10e arrondissement de Paris. Ouais. Quel rôle ça a joué dans l'homme que t'es? J'ai l'impression que t'es vraiment presque le rappeur, sans faire de comparaison, mais c'est pas dire le plus parisien, ça veut rien dire, mais en tout cas celui qui peut-être chante le plus Paris, tu vois, c'est indissociable je pense que c'est clair. de ta musique, tu vois. Alors pourquoi c'est aussi important chez toi? En fait, comme moi j'étais un banlieusard à la base, tu vois. Genre. T'étais d'où toi à la base? J'étais de Bobigny. Ok. Et genre les premières fois que je vais à Paris, c'est avec mon père qui m'emmène genre un peu le samedi soir, tu vois, ou le samedi pour faire une promenade un peu, la tu ville, vois. quoi, ouais. Et je crois que je dois avoir genre 7 ans, 8 ans, tu vois. Et là je découvre, pour la première fois je sors un peu de ma cité et je découvre un monde. Bah, je viens ici sur les Champs-Élysées, je viens à Saint-Michel. Et là, ouais, coup, souvent quand t'es pas parisien, tu fais Champs-Élysées, Saint-Michel. C'était ça à l'époque. C'est ce que je faisais aussi. C'était ça à l'époque, tu vois. Il y en a qui allaient à Pigalle, mais ça, c'était les gens un peu plus âgés, plus sortis, tout ça. Mais quand même, il y avait le Moulin Rouge, ça. Enfin, bref. Bien sûr. Mais du coup, je me prends une claque. Je me dis, mais attends, en fait, nous, on vit là. Et là, il y a ça, en fait. Là, il y a des gens qui sont pas très loin. Pas très loin, en fait. Juste à côté, il y a des gens qui sont en train de faire la fête de partout. Il y a des bars, il y a des trucs. Et il y avait aussi un côté culturel que je retrouvais pas en banlieue, qui m'a beaucoup... moi, j'ai toujours été dans les bandes dessinées, les mangas, j'apprenais le japonais tôt quand j'étais gosse et tout, tu vois, genre j'étais... Puis la musique aussi. Et du coup, en banlieue aussi? Cinéma, pas trop, plus tard. Là, je te parle vraiment quand je suis enfant. Gamin, cinéma, c'est plus vers 18, 19, tu vois. Mais gamin, je suis pas encore cinéma, je suis plus manga à l'époque, tu vois, dessin animé, tout ça. Et du coup, le fait d'arriver à Paris et de voir des... Bah déjà, je venais souvent à Virgin Megastore ici, tu vois, qui était ouvert, j'allais pas dire H24, mais jusqu'à minuit. Ouais, donc, le dimanche, tout ça. Tu vois. Et donc, de voir tout ça, je me suis dit, waouh, c'est un truc de ouf, tu vois. Et donc, du coup, j'ai été choqué, en fait, par Paris. T'étais fasciné un peu par... J'étais fasciné, complètement fasciné. Je me dis, en fait, il y a un autre monde, là, qui est à côté. On nous en a pas parlé, en fait. Nous, on nous laisse en galère ici. Et il y a un truc, j'ai dit, attends, c'est pas normal. Et du coup, petit, j'étais le seul dans ma cité à dire, non, on va sur Paris, tu vois. Et t'arrives quand à Paris en tant que Parisien? En vrai, à 9 ans, j'arrive à Paris parce que ma mère ma mère déménage à La Fourche. Ok. Et mon père reste dans 93. Donc j'habitais dans les deux en même temps. Et c'est là que je rencontre des mecs qui étaient un peu plus âgés que moi, qui jouaient au basket, qui étaient dans mon immeuble en fait, et qui eux, c'était la mode un peu l'époque NBA, l'époque Quinry quoi en fait. Et ils me mettent dans le rap Quinry et là, je commence à rapper avec eux. Justement, je parlais du groupe Grand Boulevard, ça arrive après. Ça arrive après. Mais tes premiers pas dans le rap, ça se passe comment? Est-ce que t'es avec des gars? Parce que, en fait, je dis ça pourquoi? Parce que, tu vois, moi qui te connais un petit peu, mais je sais à quel point le rap, c'est... Genre c'est dans ta life, tu vois. T'as une culture rap et tout, mais en même temps t'as sorti peu de choses. Et là, on l'a dit, c'est le premier album qui arrive entre guillemets tard par rapport au moment où t'as commencé à rapper. Donc quand tu commences à rapper, pratiquement 30 ans après, hein, parce que j'ai commencé à rapper en 1996. T'imagines? Ok. Donc tu vois, ouais, voilà. On est, on est en 2025. Je suis peut-être le seul rappeur à rapper, tu vois, genre, à sortir un album 30 ans après avoir sorti son. Exactement. Quand tu commences à Pera, c'est sérieux, est-ce qu'il y a un moment où c'est juste pour t'amuser? En fait, faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque, c'est que à l'époque, il n'y avait pas le game indépendant comme maintenant, où il n'y avait pas Internet, tu vois. Donc à l'époque, c'était dur de se dire ouais, enfin c'était dur déjà de signer un deal et d'arriver dans les bacs en fait. Donc à l'époque, on prend pas ça au sérieux, c'est la street, on rappe, les soirées, on fait des soirées un peu DJ, tout ça. Et puis en plus, moi, quand je commence à arriver vraiment dans le rap en 2005, je commence à faire des morceaux qui sont un peu sérieux, on va dire, c'est l'époque où l'industrie du disque, elle est morte. C'est vrai. Tu vois. Et donc moi, à ce moment-là, je sors dans les soirées, je suis un jeune hustler, j'ai de l'argent dans la poche, je suis dans les clubs, j'ai des bouteilles sur ma table, tout ça. Et je vois les rappeurs à l'époque. Dans un coupé de Jeunelsi, même quand il parle, j'aime bien. Et à l'époque, moi, je les vois, les rappeurs, tu vois, ils sont en soirée, tu vois. Je vais pas dire les noms, toi, mais...
Et je vois, ils ont pas l'air si riches que ça, tu vois. Et donc, dans ma tête, je me dis, mais à quoi bon faire du rap, en fait, tu vois. Il y a pas vraiment d'oseille. Les mecs, je les vois, je les connais. Je rentre dans le club, je connais autant de gens qu'eux, j'ai autant de meufs qu'eux. Donc, à ce moment-là, je me disais, je prends pas le truc en considération. Okay. Et non, vas-y, je t'en prie. Et en fait, je pense que c'est vraiment quand le rap, quand le jeu a changé, je pense peut-être en 2015, 2016. Ouais, dans ces eaux-là, ouais, complètement. Streaming, tout ça, il y a un nouveau game en fait qui s'est créé. Quand tu commences à rapper, moi j'ai l'impression que t'as une culture très sudiste, mais en fait non, parce que tu parles aussi beaucoup de rap californien, tu parles aussi beaucoup de rap français, tu parles aussi de rap new-yorkais. Vous faites partie des gars, quand je dis vous, j'ai l'impression que c'est toi et Sharaf avec qui tu bossais à l'époque, mais peut-être que tu vas m'éclairer. Vous étiez des mecs qui étaient vraiment très, pas dire en avance, mais en tout cas peut-être partie des rares français qui étaient sur le son Cash Money, tout ça. Enfin, on était en avance, des trucs qui étaient dont on parlait pas trop en France à ce moment-là en tout cas. Donc c'est quoi tes influences, tes rêves dans le rap à l'époque? Franchement, on était en avance parce que je vais te dire, je suis l'un des premiers rappeurs à rapper sur de la trappe en vrai. Parce qu'en 2005, je sors sur une première mixtape sur une prod de Zaytoven, tu vois. Donc il y a des mecs aujourd'hui qui refont des trucs avec lui, tu vois. Donc, tout à fait. C'était 2005, c'était vraiment la création un peu du son trap avec Gucci Mane, qui sort Trap House, tout ça. Mais les influences, elles étaient clairement beaucoup sudistes. Bon, après, forcément, on a commencé avec New York. Oui. On était un tu peu cites d'ailleurs New York. T'as un morceau boom bap sur l'album qui s'appelle Kadhafi. Exact. Et en fait, quand on écoute le South, on se dit, waouh, c'est un truc de ouf à l'époque, tu vois. Et genre, c'était une révélation. Tu comprends direct le South parce que en France, il y avait une réticence, tu vois. Moi, au début, je déteste, hein. Je suis pas mytho. Hein. Moi, je suis un mec du rap français, rap new-yorkais au tout début. Détroit à la limite, tu vois. Mais genre, le Sud, au début, je comprends pas, tu vois. Toi, tu comprends tout de suite. Franchement, je comprends assez vite. Ok. Je sais pas pourquoi, il y avait un truc qui m'a attiré. Il y a un truc qui m'a attiré, tu vois. La musicalité, c'était plus joyeux à certains moments, plus festif. Je sais pas, il y a un truc qui m'a touché. Qui ressemblait peut-être plus à ta vie aussi, peut-être. C'est ça, en fait, parce que quand j'écoutais le rap de New Orleans, la façon qu'ils avaient de raconter les choses, elle était tellement directe, tellement brute. C'était pas des lyricistes incroyables, tu vois. Ils étaient pas dans le rap de phase, on appelait un peu ça, tu vois. La technique, tout ça, tu vois. Et en même temps, ils étaient super musicales, ils étaient forts, mais ils étaient bruts, directs. Et ça me parlait, parce que je pense aussi le fait que je comprenne pas l'anglais comme un Américain à l'époque, je pouvais pas comprendre le rap de New York. Nas, bien sûr. Je comprenais, mais ça demandait quand même un certain niveau en anglais. Alors que le rap du Sud, je me prenais direct les trucs. Je dis, Et ça me parlait, ce côté un peu hustler, jeune, tu vois, c'est un truc qui m'a tué direct. Et c'est vrai qu'avec Sharaf, on a accroché là-dessus, parce que lui aussi, il était dans le même délire. On s'est rencontrés ici sur les champs, à la FNAC. On peut dire qui est Sharaf, parce que c'est aujourd'hui quelqu'un qui a une marque qui cartonne. Exactement. Enfin, tu en parles mieux que moi. Dédicace à Sharaf. Voilà, il a Casablanca aujourd'hui. La marque Casablanca. Avant ça, il avait le Pompon, le club, plein de choses. Et donc, du coup, on s'est rencontrés. C'est avec lui que tu fais Grand Boulevard? C'est avec lui à l'époque, on fait Grand Boulevard. Mais bon, c'était. Oui, il y a pas eu de quelques projet. Morceaux, c'était pour le fun plus qu'autre chose. Qu'est-ce qui fait que tu es autant attaché au 10e arrondissement? C'est les souvenirs en vrai, c'est le vécu, tu vois. Okay. Et le 10e, c'est un arrondissement qui est particulier parce qu'il y a vraiment, si tu regardes bien, il y a République, Strasbourg-Saint-Denis, les grands boulevards. Ça remonte sur Barbès, il y a Gare du Nord, Gare de l'Est, ça remonte sur Belleville. C'est un espèce de cercle de fou en fait, tu vois. Et après, c'est un endroit qui change énormément, mais en même temps, Gare du Nord, Gare de l'Est, j'ai l'impression que ça mettra du temps à changer. Oui, c'est clair. Donc il y a une identité forte et quand j'arrive à Paris, j'arrive dans le 10e. Donc, donc c'est là, c'est ton ADN, etc. C'est ça. Et justement, tu crées aussi. Puis Sharaf venait du 10e aussi. À l'époque, c'est lui qui m'a dit il faut qu'on représente le 10e. Le 10e, bon, tu vas boucler de Belleville. Et ça a joué un peu aussi. Ok. Justement, parce que moi, je te rencontre. Je crois que je te connaissais un petit peu avant, parce que je suis en antenne, mais je te rencontre quand tu crées ton bar, ton établissement, le Jeune, en 2015. Qu'est-ce qui fait que tu crées ton établissement à ce moment-là, tout en ayant un peu ta carrière de rappeur à côté? En fait, c'est le fait de, justement, vu que j'étais avec Sharaf pendant toute la période de l'ouverture à la fermeture, j'étais à ses côtés. Donc j'ai vu un peu comment ça se passait. Moi-même, je commençais à organiser un peu des soirées de mon côté. À un moment donné, j'ai dit, attends, je organise des soirées et c'est les club owners qui récupèrent l'oseille. Je me suis dit, ok, il faut que je fasse mon truc. Je connaissais quelques hustlers. On a organisé ça. C'est dans le 10e arrondissement d'ailleurs. Dans évidemment. Le 10e arrondissement, exactement. Les petites écuries. Et on l'a fait. Et puis Sharaf avait fermé le Pompon aussi. Il y avait probablement un vide à remplir. Comment c'était la vie de patron de bar club? Franchement, c'était... Après, j'ai toujours été mon propre patron, tu vois. Mais gérer un bar, c'est quelque chose. Surtout à cette époque-là, j'étais encore jeune, j'étais encore plein d'énergie. Donc c'était une belle période. Franchement, c'était une belle période. J'ai kiffé, ouais. J'ai kiffé parce que à aucun moment, ça a toujours été du... Je sais pas comment dire. Tout s'est fait naturellement. Il y a plein de DJ que j'ai aidé à faire découvrir. Dès que j'appelais des DJ, tout le monde était chaud pour venir. C'était un beau lieu de rencontre.
On s'est rencontrés là-bas d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté? La police. Okay. Ça marchait bien, c'est-à-dire que c'était rentable et tout. Ça marchait. Après, on était un peu, ça marchait que la nuit, donc c'est vrai que on n'était pas ouvert le jour, tout ça. Donc ça manquait un petit peu. Et en fait, à la base, on a revendu pour rouvrir un truc plus grand. Okay. Et le Covid est arrivé. Et finalement, ça s'est pas fait. Il y a eu 2 ans de Covid. Et après, je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de remettre les pieds dans. Ok. Tu parlais juste du Pompon avant, mais ça me semble être un moment important à Paris, parce que il y a beaucoup, moi qui n'ai pas connu ça, il y a beaucoup de fantasmes sur le Pompon. C'était genre un lieu, tout le monde se rencontrait. J'ai l'impression quand on parle de ça, c'est les clubs, mais il y avait A$AP Rocky, etc. Il y avait Lenny Kravitz qui est venu, il y avait Chris Rock qui est venu, il y avait Scarlett Johansson qui venait, tu vois, genre c'est un truc de ouf. Est-ce que tu penses que c'est un moment où ça a aussi contribué à... Paris a toujours été cool, tu vois, évidemment, c'est pas né dans le 2010, mais tu sais, ce délire de rappeur, fashion week, j'ai l'impression que le Pompon, c'était un moment un peu... Tu sais, en fait, A$AP Rocky qui vient là-bas, c'était quand même un truc qui a compté, quoi. Bien sûr. En fait, je pense que c'est la première fois aussi qu'il y a un lieu qui appartient à quelqu'un d'entre nous, en fait, tu vois. La plupart des lieux, en général, c'était tu vois, ça appartenait à des gens externes à la culture. Et donc là, c'est la première... Enfin, je pense, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais c'est la première fois qu'il y a un jeune qui connaît bien le rap, qui connaît bien la culture, qui connaît bien la street, la mode, tout ça, qui... ouvre son lieu, tu vois, donc c'est ça qui est historique en fait. Et en plus, comme lui il était connecté, on était connecté aux States, tout ça, genre il y avait. Ça a brassé, ça a connecté, ça a créé des ponts en fait. C'est qui la personne la plus ouf qui est arrivée au Pompon? La personne la plus ouf qui est arrivée au Pompon? Je sais pas, il y en a eu tellement. En tout cas, dédicace aux DJ, genre comme Oko, Mehdi Aboualiten, qui mettaient le feu à chaque fois, qui mixaient son son. En fait, on avait une équipe de DJ qui était incroyable, en fait. Et je pense que c'était nous les plus ouf, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'était nous. Et quand les gens y venaient, ils savaient qu'ils allaient retrouver l'équipe. Ça mixait, ça frappait au plafond et l'espèce de carrelage sur le plafond. Bref, c'était nous les plus hauts dans l'histoire. Pourquoi l'appellation jeune? Et je parle pour toi, en fait, parce que c'est quelque chose, tu vois, que tu gardes. Il y a des gens, tu sais, qui enlèvent le Lil ou Young Jeezy, qui s'appelle plus Young Jeezy. Toi, tu t'appelles toujours Jeune LC. Lil Boosie l'a enlevé. Exactement. Et d'où ça vient aussi? Pourquoi? Je pense que, en fait, d'où ça vient, pour dire la vérité, à la base, c'est Sharaf qui m'appelle comme ça. En fait. Parce qu'à la base, je m'appelais juste LC. Et à chaque fois, Sharaf m'appelle yo, le jeune LC. C'était l'époque où justement on était à fond sur. Le Sud, donc tout le monde s'appelait Young ou Lil. Voilà. Et donc ça vient de là. Et après, il y a plein de choses. Déjà, d'une, j'ai toujours fait jeune, tu vois, par rapport à. J'ai toujours une petite gueule de minot un peu. Et puis l'état d'esprit aussi. J'aime bien quand même rester jeune. Continuer de voir le monde comme un enfant un peu. Pas être trop sérieux. Et je pense que quand on devient adulte, on commence à voir les choses de manière... notre esprit commence à mourir un peu. Si on reste jeune... c'est une vraie mentalité en fait. C'est une vraie mentalité. C'est pas tant le côté jeune dans le sens esthétique, tu vois ce que je veux dire dans ce sens-là. C'est plus le côté, cerveau en fait. Le voir les choses comme un enfant. En fait, un enfant, tu vois, il va pas penser en termes de code ou il va pas penser à ce que pensent les autres. Tu vois, c'est ça aussi. J'aime bien, tu vois, un enfant dans la rue, il va dire regarde, lui il est gros ou lui il est moche. Tu vois, il s'en bat les couilles. Donc ce côté un peu s'en battre les couilles, dire ce qu'on a envie. Dans ma musique aussi, je suis comme ça. Tu vois, genre, je dis ce que j'ai envie. Et... Je suis pas dans le politiquement correct. Mais j'ai l'impression même dans ton style de vie. Parce que tu vois, pour en parler, parce que c'est quand même très présent dans ta musique, c'est le fait même d'être un jeune ou moins jeune d'ailleurs, mais on va dire jeune pour toi, jeune rebeu, qui parle même d'alcool, tu vois. C'est des choses qui peuvent être mal vues. C'est même d'alcool, de drogue, de dire aussi bien d'en avoir vendu que d'en avoir potentiellement consommé, tu vois. Est-ce que ça, c'est des trucs où tu t'es posé la question de est-ce que je dois raconter ça? En vrai, je me suis jamais posé la question. Comme je t'ai dit, j'étais inspiré par le rap du Sud, des mecs comme PG, comme Soulja Slim, tout ça, où ils rappaient. Déjà, les mecs là-bas, ils prennent de l'héroïne, tu vois, c'est dans leur culture, tu vois, parce que je sais pas, c'est comme ça. Et les mecs, dans leur son, ils parlaient de ça, tu vois. Et moi, je dis, ok, nous, on est en train de vivre un truc ici. C'était l'époque où la cocaïne devenait hyper populaire à Paris, les prix avaient baissé, c'était une époque particulière. Et je me suis dit, ok, je vais parler de... Je peux pas ne pas parler de ma réalité, en fait. Je peux pas ne pas parler de ma ville. Sinon, réalité rap. Voilà, réalité rap, je peux pas ne pas le faire, tu vois. Mais t'avais pas peur, du regard de, je sais pas, tu vois de quoi je parlais. Au contraire, je pense qu'on s'est dit, on voulait aussi choquer un peu justement, quand moi j'étais le premier à rapper sur des... Dis-toi, au début, quand je rappais sur des beats de New Orleans ou de Memphis, les gens, ils nous regardaient, mais ils nous prenaient pour des fous, tu vois. Et le pire, c'est qu'avant, j'étais encore plus fort quand je rappais sur du boom bap. Et quand j'ai commencé à switcher, les gens me disaient, mais attends, je comprends pas, tu choisis de rapper sur des trucs où t'es moins fort et tout, genre je comprends pas ta démarche. Et moi, justement, on avait envie de choquer, on a envie de ramener quelque chose de différent, créer notre identité. Mais tu dis quand même. Justement, il a toujours gardé Paris, tu vois, dans ce truc-là. Même si on ramenait ce style super américain,
c'était aussi super parisien, tu vois. C'était raconté par des gars parisiens. Ouais, et puis je veux dire, je parle de lieux de la ville de Paris. Enfin, tu vois, j'incorpore des éléments de la ville de Paris. Et un truc aussi, c'était Roy Enoch aussi qui nous avait un peu inspiré là-dedans, ce délire de vraiment... Après, c'est les Canadiens qui font ça, tu vois, de traduire bien un sûr. peu, tu vois. Et donc, du coup, nous, on faisait un peu ça, tu vois. J'étais un des premiers à dire, ouais, je suis à propos de, tu vois, des choses comme ça. Des choses qui maintenant sont rentrées dans Ils sont rentrées, ouais. Et puis, il y avait un truc aussi à l'époque, c'était mal vu de parler en anglais un peu. Je sais pas si tu te rappelles, tu vois. Déjà, même à l'époque, être quinri, c'était mal vu. C'est vrai, t'as raison, Quand tu t'habillais en baggy, ça, des mecs, ils étaient, vas-y, tu fais trop de quinri et tout, tu vois. Et donc, nous, on assumait ce truc à fond, on le revendiquait à fond. Et, ouais. Est-ce que tu sais, tu dis, ouais, quand je rappais sur des trucs New Orleans, les gens, ils me prenaient pour un ouf. Mais je pense qu'il y avait aussi un truc, les gens, parfois, ils peuvent se dire, ils rappent mal. Ouais. T'as déjà dû entendre des trucs comme ça, tu vois. Comment tu réagis à ça? Parce qu'en fait... mais à l'époque, pour moi, c'était... Je dis, mais je cherche pas à bien rapper, en fait. Parce que pour moi, la technique, souvent, elle enlève la spontanéité et la réalité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, forcément, la technique, c'est une contrainte dans ton écriture. Et donc, plus tu vas avoir de contraintes... Sauf que t'as un prodige, peut-être. Sauf que tu vas avoir un prodige, ouais. Ça. Tu vois, je suis d'accord. Parce que je cite Il, parce qu'en fait, en t'entendant parler, je pense à Il, que tu cites. Et Il, j'ai l'impression que la technique, tu vois, elle est en lui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas genre forcé en mode je dois, mais je vois ce que tu veux dire, tu vois. Mais il y a quelques rappeurs qui sont un peu illuminés. Bien sûr, il y a des rappeurs qui sont très très forts et qui arrivent à faire. Et plus tu arrives à être technique et en même temps t'approcher d'une réalité, c'est. Mais tu vois, regarde Tupac par exemple, qui est un de mes rappeurs préférés, c'est pas le rappeur le plus technique. C'est vrai. Il était assez critiqué pour ça d'ailleurs. Les gens disent, ouais, vous parlez de Tupac, mais c'est pas un grand lyriciste comparé à Biggie, tu vois. C'est vrai. C'est quelque chose qu'on entend toujours quand on compare Tupac et Biggie. C'est ça. Mais je préfère quand même un Tupac parce que ça me touche beaucoup plus, moi, personnellement. Dans la réalité, le message, ce qu'il a amené. Je privilégie les émotions à la technique. Parce que la technique, en fait, je pense que tout le monde peut être technique en vrai. Tu vois. En travaillant. Même toi, si tu t'y mets, je suis sûr que tu pourrais être super technique, tu vois. mais par contre, avoir quelque chose à dire, avoir une vraie personnalité, transmettre une émotion, quelque chose, ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est intéressant parce que je disais que l'album il était super attendu, etc. Et en même temps, il y a des gens qui te connaissent pas dans le rap. Mais il y a des gens qui te connaissent et qui attendent vraiment ça, comme, tu vois, tu sais, tu vois, il y a un truc un peu culte, en vrai, autour de... J'ai même envie de dire autour de Bon Gamin. Et après, Bon Gamin, ils ont leur carrière solo. Donc aujourd'hui, maintenant, les gens qui sont fans de l'OVNI, Outsider, Audition, ils ont des choses, tu vois. Ils ont des albums. Toi, il y a rien avant ça. Enfin, il y a rien. Il y a des morceaux, bien sûr, mais comment t'expliques le côté un peu culte qu'a pu se créer autour de toi? Je pense que déjà, les gens, ils se disaient, ouais, c'est un délire. Attends, lui, on l'entend sur rapper avec telle personne. Après, on le voit traîner avec telle personne. Après, on le voit, il a un bar. Après, tu vois, on le voit, il est dans un défilé. Après, j'étais en soirée hier, je l'ai vu. Donc, après, il rappe, mais on ne sait pas s'il rappe. Attends, il sort des trucs, il les enlève. Et en même temps, on marche dans le 10e, on peut te croiser. On peut croiser. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur le canal. Sur le Saint-Martin, il faut le noter. Ouais. Moi, je suis un mec qui j'aime bien me promener, j'aime bien marcher, j'aime bien être dehors. C'est dans ma culture, tu vois. J'ai grandi dans les quartiers. Dans les quartiers, on reste pas chez nous, tu vois. On est tout en dehors. Donc, je suis quelqu'un, c'est dans mon ADN. Donc, les gens, ils me voient et en même temps... Donc, je pense que les gens se me posaient beaucoup de questions. Après, j'ai entretenu un peu le mythe, indirectement. C'était pas voulu, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que ça a mis autant de temps avant de sortir ce projet-là? Et je crois qu'à un moment, tu voulais... Parce que moi, je t'ai pas vu 10 000 fois dans ma vie, mais à chaque fois, je te pose des questions parce que je suis un connard de journaliste. Et tu me disais... Ça arrive, ou après, ça sortira jamais. Ou à un moment, tu m'as dit, ouais, j'ai enlevé tous les morceaux de mon SoundCloud. Enfin, qu'est-ce qui a fait que ça a été aussi compliqué? Je pense que c'est la vie. Hein. Tu sais que des fois, quand tu traverses des épreuves difficiles, il y a des choses, elles sont secondaires, tu les mets sur le côté, tu vois. Et j'ai eu pas mal de périodes difficiles dans ma vie. Et il y a des moments où je me concentrais sur moi. Et tu sais, des fois, tu as envie de... Surtout que mon rap, il est très autobiographique, tu vois. Il y a des fois, tu as envie de fermer le rideau, en fait, tu vois. J'ai écouté, j'ai pas envie de raconter ma life, j'ai pas envie de me voir, même les réseaux, tu vois. Il y a des fois, je les coupais aussi, tu vois. Oui, et puis t'es pas le mec le plus actif, de toute façon, sur les réseaux. Non. Je suis un peu vieux pour ça. Mais là, t'es pas jeune, là. Je suis pas jeune. Non, mais dans l'âme. Ouais, je comprends. Un âme jeune dans un corps vieux. Ouais, donc c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est les aléas de la vie. Et il y a des moments où j'avais envie de couper. Et puis même, comment le rap aussi, il évolue. À certains moments, tu te dis, est-ce que j'ai encore envie de faire partie de ça? Justement, les réseaux sociaux, tu vois, aujourd'hui, c'est... Avant, j'ai l'impression, le rap, c'était live, tu vois. On allait dans les soirées, on rappait. On allait dans les studios, on croisait les rappeurs. On rappait dans la rue à l'époque. Ça faisait des rondes, ça rappait, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu passes peu de temps à rapper quand t'es rappeur au final. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'en fait, tu peux ne jamais rapper en live même et être un rappeur star. Tu peux même ne jamais sortir de chez toi et être une star. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Je vois, il y a des mecs... Et moi, c'est pas ta conception du truc. C'est pas ma conception du truc. J'aime bien le côté un peu live, j'aime bien le côté humain aussi du truc. Et après...
ça évolue, faut faire avec. Il y a des jeunes qui savent très bien maîtriser l'outil aujourd'hui et qui arrivent à faire des trucs de ouf. Et tant mieux pour eux. Je préférais l'époque où c'était un peu plus humain. Et donc, il y a des fois, tu te dis, est-ce que tu as encore envie de faire partie de ça? Ouais. Mais du coup, est-ce que tu as des attentes quand même sur l'album? Écoute, je parlais avec Madre l'autre jour, c'est un DJ producteur, un DJ producteur, très, très talentueux. Ouais. Et il me disait, c'est jamais perdu, la musique, elle existe toujours, elle est là, ça sera là toute ta vie. Il y a des gens qui vont continuer de le réécouter. Tu sais pas, ça se trouve, dans 100 ans, il y a un mec à l'époque, il rappelle là-dessus, ce que je veux dire. Ouais. Et moi, je réécoute des trucs, des fois, de super underground, sûr, tu vois. Et donc, c'est jamais pour rien. Au moins, je l'aurais fait. Un autre ami à moi aussi qui s'appelle Lonely Band, qui fait partie de Grandeville, m'a dit la même chose. Il m'a dit, L6, si tu le fais pas, tu vas être dégoûté toute ta vie, tu auras des regrets, tout ça. Donc là, je pense que maintenant. C'est aussi pour toi que tu le fais, cet album, en vrai. D'abord, même. C'est pour moi que je le fais, ouais. C'était un challenge aussi. J'aime bien me lancer des challenges. Je suis un sportif maintenant. J'aime bien un peu me dire, tu sais quoi. Parce que album, j'ai jamais pensé à faire un album dans ma tête. Je sais pas pourquoi ça m'a jamais effleuré. Ah ouais, jamais. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, j'étais pas le genre d'artiste à faire des albums. Parce que je suis pas un mec conceptuel, tu vois, je suis pas. Mais un album, ça peut juste être 15 bons morceaux. Ça peut être 15 bons morceaux, ouais. Mais il y avait un truc aussi, c'est les producteurs. Moi, je suis très sensible à l'instrumental. Il faut vraiment que l'instru, elle me parle de ouf, tu vois. Pas forcément qu'elle soit chambée, mais qu'elle me parle, qu'elle me touche. Et c'était très difficile à l'époque. Ça a beaucoup changé ces derniers temps, mais à l'époque, c'est très difficile de trouver des producteurs qui faisaient des bonnes instrus dans le délire un peu. Que toi, tu kiffes. Voilà. Pour si tu parles de producteurs. Ça a changé maintenant. En tout cas, je trouve que respect à tous les producteurs. Il y a des très bons producteurs dedans et tout. Tu parles de Daiko, par exemple, qui a produit pour l'OVNI. Exactement. Un producteur qui s'appelle Strike, là, qui a fait des prods un peu type New Jazz, c'est énervé, Formatic, Sizer, enfin bref. Je pense qu'on est obligé de parler de Sizer, en tout cas, au moins de Bon Gamin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert via Bon Gamin. Et moi, en fait, c'est sur mon cas aussi, en vrai. C'est peut-être via ces gars-là qui étaient déjà un petit peu médiatisés avant toi. Comment tu les captes et quelle est ta relation avec eux? Parce qu'en vrai, ça commence à dater. Ça commence à dater. À la base, je connais le grand frère de l'OVNI. On faisait partie de l'entourage de Stéphane Ashpool, la Marc Pigalle, tout ça, exactement. Et un jour, il y a mon pote Mehdi qui vient, qui me dit, ouais, il y a des jeunes et tout, ils rappent et tout, ils kiffent ta musique et tout, mais tu te rends pas compte, les jeunes. Attends, mais ils kiffent ta musique, mais ta musique, elle était dispo où? Elle existait un peu, il y avait des trucs sur SoundCloud et tout, justement, j'avais rappé sur des phases B Texas, un peu, justement, tout ça. Et vu que moi, je rappais sur des phases B Texas, et que c'était un peu, justement, le début des A$AP Rocky qui revenait, il était dans une vibe Texas, un peu, tu vois, le sirop, tout ça. Tout à fait, ouais. Et donc, du coup, il me dit, ouais, et l'OVNI avait fait un son, je sais plus, je crois que c'est Purple Ricard, je crois. Où d'un moment, il fait une rime et il dit, j'écoute du jeune LC, tu vois. Et du coup, il me dit, ouais, regarde, il y a des gens, ils t'écoutent et tout. Je dis, ah, chante ça. Et un jour, je fais un concert sur la fête de la musique et je suis en train de faire un morceau, organisé justement par Pain au chocolat, le groupe de Stéphane Ashpool, encore, je reviens sur lui. Et là, je suis en train de rapper et je vois, il y a l'OVNI qui monte sur scène et qui commence à faire mes bacs, tu vois. Et vu qu'il était un peu fan de ma musique, il connaissait. Tu le connaissais pas à ce moment-là ou vous étiez pas vraiment proche? Peut-être je l'avais déjà croisé, mais il était petit à l'époque. Je crois qu'il devait avoir 15-16 ans à l'époque, tu vois ce que je veux dire, donc c'était un truc de ouf. Et après, Sizer, on se connecte sur Internet, Ichon en soirée, et puis petit à petit, ça a accroché, quoi. Est-ce que ça t'a fait du bien à un moment d'avoir ces gars-là qui étaient un peu plus en place, je veux dire, pas dans la ville ou quoi, mais dans l'industrie, entre guillemets, et de te donner... Parce que c'est là où on a commencé à dire, bon, un projet John LC ou un projet Bon Gamin avec LC, tu vois, c'est là où ça commence à exister, quoi. En fait, ils m'ont ramené, comme je te disais, tu vois, comme on disait tout à l'heure, l'industrie, elle a évolué. Il y a eu l'époque du disque, ça marchait bien. Il y a eu l'époque Internet où c'était un peu plus compliqué. Et puis le streaming est arrivé. Eux, ils sont arrivés un peu à cette période-là. Ils sont arrivés avec une énergie. Ils étaient plus jeunes que moi. Ils m'ont un peu tiré. Ils m'ont redonné. Je dis, tiens, il y a des jeunes qui aiment bien ce que je fais. Sizer, qui est pour moi un des meilleurs producteurs en France, qui était un des seuls à l'époque, en tout cas, qui faisait des prods que vraiment je pouvais valider. Donc tout ça a fait que, vas-y, on y va, quoi, tu vois. Et ils m'ont entraîné. Ichon, il était motivé de ouf, tu vois, il était déter, il était en mode je vais tout niquer, c'est sûr, tu vois. C'est vrai qu'il avait cette mentalité, tu vois, à l'époque, il était à fond, moi j'étais un peu sur la retenue, tu vois. Et puis comme il faisait quand même pas mal de concerts, on raidait ensemble à l'époque, on a fait beaucoup de concerts et c'était cool, ça s'est bien passé. Pourquoi t'étais sur la retenue, toi? Parce que quand on te connaît, on te voit, t'es peut-être pas le mec le plus exubérant, mais t'es quelqu'un quand même qui a l'air d'avoir confiance en toi. Donc tu pourrais aussi avoir ce truc de j'y vais, tu vois. Je sais pas, peut-être un manque de confiance en soi, peut-être, tu vois, ou je sais pas. Aussi, un manque de confiance au game aussi, je me dis, peut-être les gens, ils vont pas comprendre vraiment ce que je fais, et à quoi bon, au final, tu vois, truc tu dis, sur l'album, tu dis, j'ai compris que ma musique n'est pas faite pour tout le monde, tu dis quelque chose comme ça. Ouais, comme ça, ouais. Et je pense que c'est le cas, mais après, je pense que ça a été une erreur de ma part de m'arrêter à ça, je pense que quoi qu'il arrive...
En vrai, ce qui m'a toujours fait recommencer, c'était de voir comment ça touchait les gens. Parce que comme on disait, je suis tout le temps dehors, je croise tout le temps des gens qui me disent « Oh, j'adore ta musique », des jeunes, des gens plus âgés. Et en fait, c'est eux qui m'ont donné la force, qui m'ont dit... Et je me dis « Ah ouais, en fait, il y a des gens qui... » Et j'ai pas beaucoup de fans, mais ceux que j'ai... Ils sont solides. Ils sont solides et ils m'ont dit « Ouais, t'as changé ma life et tout. Un truc, je t'écoutais. » Je dis « Ouais, c'est un truc de ouf. » Est-ce que tu te rends compte aussi, peut-être pour le meilleur et pour le pire, que ton style de vie peut faire fantasmer, en tout cas celui que tu racontes. Ouais. Tu vois ? Bien sûr. Ce truc-là de la nuit, tu vois. Même moi, quand j'y repense encore à ce mode de vie que j'ai eu jusqu'à sa jeunesse, ça me fait fantasmer au moment aussi. Donc, c'est un style de vie que tu n'as plus aujourd'hui ? Moins, parce que Paris a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Ouais. Moi, je me rappelle de l'époque des soirées hip-hop dans les années 2005-2010, où il y avait des soirées hip-hop partout dans Paris, sur les champs. Ici, là, il y avait des soirées hip-hop partout. C'était le feu. Moi, je sortais comme un malade. C'est là où t'étais, où tu... J'étais tout le temps ici, sur les champs. On sortait tout le temps. Aujourd'hui, plus personne va sur les champs, tu vois. Il y a toujours des bonnes soirées, mais bon, le Covid, ça a quand même... Il s'est passé un truc. Et puis l'âge aussi, forcément. Puis maintenant, je suis devenu sportif. On va en parler de ça, parce que c'est important, mais tu racontes beaucoup Paris, mais tu racontes beaucoup Paris la nuit. Tu vois, j'ai l'impression que tu as beaucoup vécu. J'essaye de changer ça dans l'album, j'essaie de parler d'un peu... On va en parler, et justement, parce qu'il y a toute une notion de changement, je trouve, dans cet album-là, et de vouloir être un homme exemplaire. Qu'est-ce qui fait que ça te fascinait autant ? Enfin, ou t'aimais autant cette vie nocturne ? J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup l'alcool, qui aimait beaucoup la fête. J'ai toujours... Même... Moi, j'aime bien les boîtes de nuit en vrai, j'aime bien la musique, tu vois. Moi, je kiffe danser. Okay, toi, t'es un danseur, toi. Ouais, moi, je suis un danseur en vrai, je kiffe danser. Mais quand j'étais jeune, j'étais un breakdancer même. Je breakdance pas dans les soirées, attention. Mais ça, c'est relou ça. Le mec, il veut absolument breaker en soirée. Non, c'est fini, je peux plus faire ça. Mais en vrai, mon ADN, elle est hip-hop, parce que j'ai commencé en 96, 97, tu vois ce que je veux dire. À l'époque, le breakdance, c'était encore... À l'époque, dans tous les quartiers, tout le monde avait un pas de danse. Tout le monde avait un graffiti, tu vois, un blaze. Un blaze, ouais. Mais tout le monde avait même un texte. Je suis sûr que même toi, tu as déjà dû avoir un texte. Bien sûr, tu vois ce que je veux dire ? Évidemment. Donc, à l'époque, c'était un peu indissociable, en vrai. Et donc, je pense que j'ai gardé cet ADN-là. Et j'aime bien être en soirée. Et puis moi, je suis quelqu'un, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien parler, ça, en fait. Tu vois, Okay. Et Paris, c'est un vivier, quoi. C'est une capitale Et le mondiale. vice dont tu parles dans ta musique, etc., à quel moment tu tombes dedans, entre guillemets ? Je suis tombé dedans tôt, honnêtement. Ouais. Honnêtement, j'ai grandi avec le stress. Tu vois, j'ai grandi avec le stress. C'est passé des choses difficiles quand j'étais enfant. Quand tu grandis avec le stress, la réponse naturelle, c'est comment je fais pour sortir de ce stress. Quelle est la chose qui va pouvoir me permettre de sortir de ce stress ? La chose que tu vas trouver facilement dans les quartiers, que je trouvais même chez moi, la drogue. Donc, j'ai commencé à fumer du bédo. J'avais 12 piges, tu vois. J'étais littéralement haut comme ça. Bien sûr. Donc... l'école, tout de suite, j'ai arrêté. À 15 ans, tu te dis ? À 15 ans, je me suis fait virer justement pour des histoires de trafic. Et après, j'ai suivi ce chemin-là. Et quand tu suis ce chemin-là, après, tu sais, t'es dans ta tête, en fait, tu traînes que avec des mecs qui ont cette vie-là. Et donc, à un moment donné, tu oublies en fait, pas que tu oublies, c'est que tu connais pas ce que c'est que la vie normale, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, la prison, la délinquance, c'est la norme. C'est ta nouvelle norme. Et donc, du coup, à un moment donné, tu te rends pas compte en fait qu'il y a une vraie vie en dehors de ça et donc voilà, j'ai suivi ce chemin-là, mais je suis toujours resté quand même positif au fond de moi, même si j'ai des problèmes un peu de drogue, problèmes de dépression à certains moments. J'ai toujours eu ce truc-là quand même, on va s'en sortir, on va faire des trucs. J'ai toujours gardé le sourire aux lèvres. Tu vois, c'est un peu j'en parle dans l'album justement. Ta musique, elle a jamais été parce que j'aimais pas. Excuse-moi, je te coupe, mais j'aimais pas ce délire un peu qu'il y avait dans le rap français qui était hyper déprimant, justement. Quand t'écoutais le rap français un peu des années 90, il y avait un piano violon très tu vois. Et moi, ce que j'aime bien, et je fais ça, c'est volontaire, à chaque fois sur les morceaux, même quand c'est un peu triste, je vais toujours donner une petite note de joie, une petite note de finalement je rigole quand même, tu vois. Enfin, il y a toujours un truc comme ça. J'aime pas ce côté un peu, pas nihiliste, mais ce côté, côté lourd et dépressif. Et, c'est pas dans mon attitude, en tout cas. Il y a un morceau, je trouve, qui est pas sur cet album-là, mais que je trouve... Alors, c'est vrai que la prod, elle est pas plombante, mais qui est triste, mais qui est beau, je trouve, c'est Sarah sur Fin de jeu, qui est vraiment un morceau aussi où tu parles de la perte d'un être cher, etc. Là, c'est peut-être le seul morceau de John L.C. que je connais, en tout cas, que je trouve triste, sans, je suis pas là en train de chialer, mais il y a un truc très touchant. Même dans le morceau, je crois que je dis j'en garde le sourire, enfin, je sais plus, je dis j'aime toujours les larmes qui coulent, tu vois, tu fais toujours... c'est vrai. C'est important de garder ça. Parce que le but, c'est pas de faire pleurer les gens, le but, c'est de dire, ok, il y a des choses dures qui se passent, mais la vie, elle reste belle quand même. Je veux dire, si t'es croyant, après, je suis pas vraiment religieux, mais
Mais t'es spirituel, peut-être. Je suis spirituel. Tu dois respecter la vie, tu vois ce que je veux dire. Donc on peut pas baisser les bras, on peut pas se dire ouais, c'est la merde. Ouais, non, le monde passe. Non. On a la chance d'être en vie, il y en a qui sont plus là. On a la chance d'être en France. On a de la famille au bled qui rêverait d'avoir notre passeport. Faut pas trop se plaindre non plus. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut se dire ok. Et ce truc un peu victimaire qui peut y avoir dans la société française et dans le rap, surtout avant, ça m'avait un peu saoulé, tu vois. Je suis pas une victime. Et on a de la chance en vrai. On a de la chance. Le fait d'avoir perdu des gens proches, ça t'a aussi peut-être fait te rendre compte de ça, ou t'as toujours... Complètement. En fait, quand j'ai perdu mon cousin quand j'avais 23 ans, et mon cousin c'était comme mon grand frère, on dormait dans la même chambre quand on était petit, tu vois. Et forcément, en fait, parce que la mort prématurée, parce que la perdre un grand-parent, bon, c'est difficile. Mais tu sais que ça va arriver, même si c'est triste, bien sûr. Mais perdre quelqu'un et te dire, mais en fait, je vais jamais revoir cette personne, tu vois, c'est un truc... Ça m'a mis une claque, tu vois, ça m'a mis une claque. 1 an après, j'ai perdu justement ma belle-mère dont je raconte, qui était comme une mère pour moi, en fait. Donc, sur 2 années d'affilée, j'ai perdu ces 2 personnes-là. Quelques autres personnes plus ou moins proches de mon entourage. Mais en vrai... tu rencontres la mort, en fait, à ce moment-là. Ouais, voilà. Et en fait, quand tu rencontres la mort, tu rencontres la vie, tu vois. Parce que je pense qu'en connaissant la mort, c'est là que tu peux te rendre compte vraiment de la vie. Parce que tu te dis, mais enfin... de ce que ça vaut. De ce que ça vaut. Et le fait... Parce que, en fait, quand tu connais pas la mort, c'est un peu comme si tu jouais à un jeu vidéo, mais que tu avais un bonus ou une étoile ou je sais pas, et que tu peux jouer à l'infini. Tu te dis, bon, presque tu vas perdre l'intérêt de jouer parce que tu vas dire, de toute façon, je peux pas perdre. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu te rends compte vraiment de la mort, et que la mort, elle peut arriver pas forcément de vieillesse, c'est-à-dire à 80 piges, tu te dis, ouais, en fait... cette interruption brutale, sans aucune chance de changer la donne, hopeless, comme on dit, t'es hopeless, il n'y a pas de... Tu dis effectivement que maintenant tu es dans le sport, etc. Et tu as parlé à un moment de dépression. Est-ce que le sport, ça a été quelque chose, justement, qui t'a aussi permis de sortir de... Tu dis, il faut respecter la vie, et peut-être que dans respecter la vie, on peut aussi comprendre qu'il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de son corps, de son esprit, etc. À quel moment le sport est arrivé, justement, et quel rôle il a dans ta vie, à toi? Déjà, tu vois, quand je te disais, j'ai grandi quand j'arrive à la Fourche, et je commence à être avec des potos à WAM qui m'ont appris à rapper, c'était des basketteurs, tu vois. Et c'était hyper sportif. Et moi, quand j'étais petit, j'étais pas très sportif, j'étais gringalet, j'étais toujours un peu frustré, tu vois. Je voulais faire du sport. Après, j'ai commencé un peu à faire un peu des pompes, des trucs, tout ça, quand j'ai grandi. J'ai toujours voulu faire du sport, mais le lifestyle que j'avais, la nuit, avoir un bar, hustle, rap, c'était compliqué. Et le confinement, ça m'a permis de calmer un peu tout ça, de m'y mettre, et ça m'a vachement aidé. Et je pense que si j'avais pas calmé l'alcool et que je m'étais pas mis au sport, l'album, il aurait jamais été là, je pense. Tu vois. Parce que c'est ça aussi. Ça t'a ralenti, ça m'a ralenti de ouf. Ça m'a ralenti, mais en même temps, c'est mon parcours et j'ai vécu des moments incroyables. Bien sûr. Je regrette pas, on va pas refaire le monde. Mais c'est vrai qu'à certains moments, je pense que ça prend beaucoup d'énergie, et je conseille aux jeunes de mieux utiliser cette énergie, en tout cas. Il y a aussi ce truc-là, tu dis aussi que tu as envie de vivre vieux, et je pense qu'avant, vu la vie que tu menais, tu réfléchissais peut-être pas comme ça. Est-ce que c'est maintenant que tu dis, j'ai peut-être perdu du temps, que du coup, je veux vivre le plus longtemps possible pour profiter au maximum de cette vie, en fait. Quand je vois plein de gens que je connais, qui ont notre âge, qui sont en mauvaise santé de ouf, je me dis, c'est chaud quand même, tu vois. Quand tu vois même des gens qui marchent comme ça dans la rue, complètement bossés, tu te dis, non, je peux pas être comme ça, tu vois. Ouais, ça me fait peur. J'ai pas envie d'être une victime de la vie, en fait, au point que je devienne bossu ou que je chauffe. Tu vois ce que je veux dire? Les accidents, ça arrive, mais il y a plein de gens, frère, ils prennent pas soin de leur santé. Si à 40 ans, déjà, tu peux plus faire de sport, tu peux plus faire... C'est chaud, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, et puis, on est des bonhommes, on garde cette énergie de... Tu vois, cette énergie un peu de soldat, faut... Soulja Slim. Là, on parle beaucoup de ce que tu racontes, ton style de vie, mais qui est encore présent, bien sûr, sur cet album-là. Mais il y a un switch, quoi. Pour moi, c'est qu'il y a un truc aussi où on sent que tu dis que tu as honte parfois de certaines choses. Tu dis que ta mère, tu veux pas que ta mère elle écoute tes raps, tes raps, tu vois. Et tu dis aussi que tu veux être un homme exemplaire, tu vois. En tout cas, que c'est un process, ça aussi, tu vois, que ça prend du temps. Est-ce que c'est possible d'être un homme exemplaire? Je sais pas, mais en tout cas, qu'il y a cette volonté d'être un homme meilleur, tu vois. À quel moment ça s'est venu? Est-ce qu'il y a une prise de conscience, quelque chose, tu vois, qui fait que tu as changé des choses dans ta vie? L'âge, sûrement. L'âge, sûrement. Et puis, j'ai envie d'être cohérent avec moi-même, en fait. Et puis, je trouve aussi que de nos jours, il y a beaucoup de mauvaises influences dans la musique. Et j'aurais aimé qu'il y ait une musique, le rap en l'occurrence, qui nous influence plus à faire des bons choix. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui parlent de bien manger, de faire du sport. Et, c'est vrai que ça, c'est peu présent dans le... Et alors, ça devrait, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Genre,
si le rap, il est vraiment pour nous, pourquoi est-ce qu'il serait pas à notre service ? Plutôt qu'aujourd'hui, après, je te dis ça, je suis fan de gangsta rap aussi, mais quand tu vois aux États-Unis l'impact que le gangsta rap il a sur la population afro-américaine, en tout cas, tu te dis bon, c'est plus contre eux que pour eux, tu vois ce que je veux dire. Et ici aussi, en vrai, parce que, enfin, tu parles d'ailleurs de l'aspect négatif que peut avoir le rap. C'est ça. Parce que même si je parlais, parce que tu disais tout à l'heure, je parlais un peu frontalement de drogue, d'alcool, tout ça. C'est pareil, j'ai toujours essayé de le faire. Parler du t'as jamais dit aux gens allez mettre votre nez dans le... Voilà. Non, t'as jamais dit ça, tu racontes ce que t'as vécu. Voilà, et à chaque fois je le dis avec un peu regret, je dis ok, tu vois, parce que c'est important d'avoir un bon discours. Je crois un peu au karma, ce qu'on peut appeler le mektoub aussi, genre de choses. Enfin c'est un peu différent le mektoub, mais je crois en l'énergie que tu dégages, tu vois, et genre je pense que c'est important d'avoir un message un peu positif. Malgré les erreurs que t'as pu faire, que tu racontes, etc. Ouais, bien sûr. Et justement, parce que tu parles de ça à un moment, de l'aspect négatif que peut avoir le rap, notamment sur le rapport aux femmes. Tu vois, parce que t'en parles de ça. Ouais, j'en parle dans l'album. Tu clôtures même l'album là-dessus. Je clôture l'album là-dessus, Et t'en parles avant. Et effectivement, les femmes, elles sont présentes dans ta musique. Je pense qu'elles sont présentes dans ta vie, dans la vie que t'avais avant, peut-être dans la vie que t'as aujourd'hui aussi. Et tu dis aussi comment dire, tu fustiges un petit peu la manière dont les rappeurs parfois peuvent se comporter ou parler des femmes. Ça, c'est un sujet aussi qui est important pour toi. Bah, honnêtement, tu vois, nous, on est des rebeux, tu vois, genre, dans notre culture, tu vois, on parlait de bitch, si t'écoutes les sons je sais pas, des gars de la West, tu vois, des fois, si tu traduis les textes, c'est des trucs de ouf, des fois, ce qu'ils disent, tu vois. Les putes ne sont moins que de la merde, on les gifle, on prend le bitches and shit, tu vois. Genre, même si on kiffe ces morceaux-là, en vrai, c'est pas dans notre ADN, tu vois. Et genre, de voir que ça arrivait un peu dans le rap français... c'était pas, j'avais envie un peu de me situer par rapport à ça et dire j'ai fait des trucs sales dans ma vie, pas avec les meufs. J'ai fait des trucs sales dans le sens où j'ai vendu de la gueudreau, j'ai fait des conneries, tout ça. Mais les meufs, j'ai toujours été respectueux des meufs et je pense que c'est important de ramener. Et surtout aussi, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de choses. Moi, déjà, dans mon entourage, il y a eu des histoires de viol, il y a eu des copines à moi proches, dédicace à elles. Et il y a plein de trucs qui sont sortis ces derniers temps. Je me dis, faut en parler. Tu voulais aussi le dire en fait, te désolidariser et te dire c'est pas comme ça que nous, malgré la vie de soirée, parce que tu sais, il y a plein de fantasmes sur la vie. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut être des bonhommes, tu vois, mais sans être des connards, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas obligé de ce délire de vas-y, on sort, on va baiser des meufs, tout ça et tout. Vas-y les gars, tu vois, calmez-vous. Comportez-vous comme des bonhommes un peu, c'est ça ce que je dis dans l'outro. Oui. Juste comportez-vous comme des bonhommes en fait. Et pour moi, ma vision du bonhomme, comme j'ai dit tout à l'heure, on est des soldats, enfin, j'exagère un peu, mais c'est respecter les femmes, c'est respecter. Et puis ce délire, on respecte les darons, mais on respecte pas les meufs, tu vois, pour moi, c'est. C'est nonsense. C'est vraiment ce que je me souviens, il y a longtemps, j'avais interviewé l'OVNI. J'avais dit, c'est quoi un bon gamin Il m'avait dit, je sais pas, il m'a dit, être bien sapé, je crois, sentir bon, parler bien aux filles. Tu vois. Il avait dit quelque chose comme ça, mais il avait dit sentir bon et bien parler aux filles. J'avais trouvé ça stylé comme définition. A toujours bien parlé aux filles. J'ai l'impression que c'est aussi un des mecs, il est sur l'album bien sûr, mais avec qui, tu sais, c'est devenu un des gars avec qui c'est peut-être le plus simple de rapper. Tu vois, je sais pas, tu sais, t'es sur ses projets. On se comprend assez vite. Vous avez le même style de rap en fait. On a un peu ce style de rap, un peu laid back, nonchalant. Un peu, on a un peu les mêmes influences. Et c'est clair qu'avec l'OVNI, on se prend pas. Mais même avec Ichon, en vrai. En fait, avec Bon Gamin, je trouve qu'à chaque fois qu'on a fait des morceaux, ça fonctionnait. Il n'y a quasiment pas eu de déchets. Alors qu'il y a plein de gens avec qui, dans le temps, j'avais essayé, c'était pas ça. Alors que pourtant, on est quand même très différents en vrai, tu vois. Sizer, Ichon, peut-être l'OVNI un petit peu moins, mais on est quand même assez différents. Et je trouve qu'au final, dès qu'on fait des morceaux, ça se fait naturellement. Il faut quand même qu'on parle au moins du. Alors, il y a la cover que les gens ont vue, mais le titre du projet, donc Coton Blanc, tu vois. Il y a tout un délire autour du textile blanc, tu vois. Pour moi, John Elsie, j'étais même étonné que tu sois pas. Bon, il y a un cosplay de John Elsie, tu vois. T-shirt blanc ou débardeur blanc, jean Levi's 501, et t'as les Air Force. C'est le, tu vois. J'ai changé Levi's pour Carhartt, mais. Ok. Mais d'où vient cet outfit aussi légendaire? C'est l'outfit des hustlers, tu vois. Tu vois ce que on à l'époque. Moi, on était déjà habillés en white tee, mais on regardait The Wire. Bien sûr. Tu vois, le délire de vendre des white tee dans la rue. Et il y avait ce truc, tu vois, ce truc où t'es clean, en fait. Tu vois, t'es clean. Et j'aime bien ce côté clean où, tu sais, au States, ça coûtait $2. T'achetais ton t-shirt, tu viens, t'es prêt. C'est la tunique des hustlers. En même temps, il y a ce côté, tu vois, le contraste argent sale, coton blanc. Bien sûr, évidemment.
Le blanc aussi a ce côté presque religieux aussi, tu vois ce que je veux dire, un côté c'est presque... Ouais, j'ai même pensé aussi peut-être à la cocaïne, peut-être ça n'a rien à voir dans l'imagerie du... C'était pas forcément ça, non, coton blanc, c'était le t-shirt blanc. Après l'argent sale, bon, on peut voir un lien, mais... Et j'aime bien aussi toujours mettre un petit peu de... Tout le monde toujours mettre les opposés, tu vois ce que je veux dire. Le t-shirt est blanc, mais l'argent est sale. Mais l'argent est sale. Entre croyance et perdition, la vie c'est la vertu, tu vois. Ça revient un peu tout le temps. Tu vois. C'est que des paradoxes en fait. Tu vois. C'est ça, et parce qu'on est paradoxal, et moi je suis le premier à être vraiment paradoxal, et je pense que c'est bien de l'embrasser en fait. Oui, en fait il y a parfois, tu sais, notamment, pas que dans le rap, mais tu sais, on veut vendre une seule image. Soit t'es très lisse et très parfait, soit tu vends un truc de bad boy horriblement méchant, et en fait, t'es jamais vraiment... C'est ça. Et moi, dans tous mes textes, il y a toujours un petit peu de ça. Tu vois. C'est Hassan II qui disait, je crois, un homme est intéressant quand il est plein de contradictions. Et même, tu sais, tu parlais de Tupac, pour moi, c'est le rappeur qui était rempli de contradictions et de paradoxes. C'est vrai. Complètement. C'est ça, Tupac, tu vois. C'est à la fois, il est hyper engagé, et à la fois, il est gangster de ouf, tu vois. C'est clair. Et puis, il vient de New York, et c'était l'égérie de la Californie. C'est ça, c'est clair. MC New York, il vient pas de New York à la base, mais tu vois, il y a toujours... C'est le rappeur paradoxal par excellence. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, je trouve. C'est pour ça que pour moi, c'est l'un des rappeurs les plus complets, parce que tu vois, les sujets qu'il aborde, Brenda's Have a Baby. Bien sûr. C'est un rappeur féministe, en même temps qu'il pouvait être terriblement misogyne aussi. Enfin, tu vois, il avait tous ces... C'est pour ça il avait toutes ces contradictions, comme je disais, les contradictions, c'est ce qui rend l'homme intéressant. Question très importante. Tu sais, il y a tout un délire. Genre, on veut tous porter des beaux t-shirts blancs. C'est quoi le meilleur plug pour les t-shirts blancs, selon toi, aujourd'hui? Moi, la marque d'ailleurs, c'est la même que je porte, c'est Pro Club. Je trouve que c'est une marque... Ça, c'est un vrai tip, ça on va le garder au montage. Ouais, bien sûr, c'est très important. C'est pas que je cherche à faire de la pub pour eux particulièrement, mais le grammage est important, le col est serré, la coupe est bonne. C'est les trois choses à voir, c'est le col, le grammage et la coupe. Tu vois, ça va être des paroles qui vont être bues. Tu vois, ça, exactement. Le grammage et... Le col et la coupe. Ou grammage, genre, juste ça peut être ça le titre d'un morceau. Ouais, j'y penserais. Tu vois, est-ce que justement là, il y a ce morceau, il y a ce projet qui sort, t'as envie d'enchaîner ou genre, est-ce que c'est une libération et maintenant arrêtez de m'emmerder avec ça et tu vois la vie que ça va avoir, ou est-ce que ça te met dans un délire de vas-y, je vais pas dire que t'es rappeur à temps plein parce que je pense pas que t'envisages la vie comme ça, et peut-être j'en sais rien, mais est-ce que voilà, il y a un peu cette envie là quelque part? Premièrement, j'ai envie de vivre l'album. J'ai envie, ça me fait plaisir d'être ici, de pouvoir parler, parce que comme tu dis, j'ai pas beaucoup parlé. Je suis content que tu sois là, vraiment. Et de faire comprendre un peu plus aux gens qui je suis et ce dont je parle, voire même développer encore ça un peu plus. Et j'ai envie de vivre l'album dans le sens où j'ai envie de le défendre, faire des concerts. Tu sais, j'étais frustré avant parce que je trouve que j'avais pas assez de bons morceaux pour faire des concerts. J'avais des morceaux qui étaient souvent assez longs, sans refrain. Oui, c'est vrai. Et là, je trouve que là, il y a des morceaux qui vont... Donc là, déjà, j'ai un concert qui va être le 22 mars au Nouveau Casino. Ok, trop bien. Donc, ça va être charmé. Ça va être mon premier concert. Chaud, ça va être mon concert. Je t'invite. Je paye ma place, m'invite même pas. Non, je veux venir voir ça. Mes propres deniers. Et donc voilà, faire des concerts. M'amuser, j'ai envie de m'amuser en vrai. Et tu vois. Et puis on verra. Et je pense... Ouais, on verra. J'ai pas envie je veux pas trop parler sur le futur. Pas envie de dire je vais enchaîner ou quoi. Ça se trouve dans 2 mois, tu vas me voir, tu vas me dire, tu vas me croiser sur Carré Saint-Martin, je vais te dire j'ai marre de cette merde. J'arrête. Mais quoi qu'il arrive, je privilégie d'avoir d'autres choses dans ma vie. C'est un conseil que je donnerais aux artistes, aux jeunes artistes. Parce que les darons vous diront toujours de toute façon avoir quelque chose, tu vois, je suis devenu coach sportif à côté, j'aime bien le sport, j'aime bien apprendre. Je savais pas que c'est ton métier aussi. Bah j'ai passé c'est une activité secondaire, on va dire. Et j'étudie aussi, j'apprends des langues, tout ça. Donc j'aime bien garder des choses dans ma vie quand même, pas me dire vas-y, le rap c'est tout. Parce que le rap c'est quelque chose de très aléatoire, tu vois. Dans ton album, tu parles de la famille, tu parles aussi de la volonté de faire des enfants un jour, tu vois. Est-ce que c'est ça la suite de la vie de Jeune LC? J'espère. J'espère. T'as eu une fille d'ailleurs? J'ai une fille, moi, absolument. Félicitations. Merci beaucoup. Ouais, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, elle n'était pas encore là. Je crois pas, non. Elle n'était pas encore là, ouais. Elle n'était pas encore là. Je traînais encore, donc. Ouais. Ça veut pas dire que je traîne plus, tu sais. Mais c'est une question d'équilibre. C'est une question de dosage, tu vois. Ouais. Bah, je pense que là, je commence à changer ma vie, comme j'ai dit. J'ai eu des problèmes un peu avec la justice il y a quelques années, il y a 2 ans. J'ai arrêté un peu l'alcool. Ça m'arrive encore occasionnellement. Mais c'est plus de la même manière. J'ai chassé pas mal de choses toxiques et négatives de ma vie, certaines fréquentations.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de faire naître certaines choses, comme un album. J'ai passé mon diplôme, je continue de faire des études. Ouais, ça tue. Donc, peut-être que la suite logique, c'est un enfant, peut-être. Voilà. Dernière question, sur l'album, tu dis « Je n'ai jamais été heureux, que je me souvienne ». Est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureux? Pas encore. C'est un projet? Pas encore. Mais en fait, être heureux, c'est... Est-ce que dans la vie, on est vraiment heureux? Je pense que ce que je vais favoriser, c'est plutôt être en paix que être heureux. Être heureux, c'est un état, tu vois, genre, tu vas boire un verre, tu vas être foncé, tu vas être heureux un peu, tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment peut-être du bonheur, c'est peut-être de la fuite, ça. Ouais. Mais la paix, je pense, être en paix, c'est être en accord avec soi-même et accepter les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est ce que je vais plutôt favoriser que chercher à être heureux. J'y crois moyen d'être heureux. Puis c'est difficile d'être heureux aujourd'hui quand on voit ce qui se passe dans le monde, tu vois, mais être humble, être en paix et apprécier la vie qu'on nous a donnée. Et qu'on va tâcher de conserver le plus longtemps possible. Merci pour cette conclusion magnifique. Merci à toi. Et merci pour cet album. Je fais partie des gens qui l'attendaient. C'est ça, puis merci, voilà. Il existe enfin. Au moins les gens vont le savourer mieux que des morceaux ici. Voilà. Merci Elsie. Et à toi mon frère. Trop bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.